Il est rare de pouvoir regarder une audition au Congrès où l'invité est méthodiquement et de manière coordonnée pris en flagrant délit de mensonge. Ce sera un spectacle très intéressant de mensonges, falsifications et omissions. Voici avec un objectif précis. Préparer le dossier pour le transmettre au ministère de la Justice afin d'engager des procédures judiciaires. Messieurs, c'est très intéressant. Pas à pas, mouvement après mouvement, et tu vois la mouche se débattre, elle est doucement pressée, on la pousse à l'aveu de tous les côtés. Regardez jusqu'au bout, je vous promets, ce sera vraiment très amusant. Et à la fin, je vous promets une conclusion à laquelle je suis moi-même arrivé tout récemment, une sorte de, je ne sais même pas, résultat, conclusion, compréhension qui est soudainement apparue. J'espère qu'on traversera ça ensemble. C'est une vidéo magnifique d'un interrogatoire avec mes commentaires, bien sûr. Je vais vous montrer des extraits et commenter, et ensuite nous discuterons de la conclusion qui m'est venue à l'esprit. Nous avons attendu ce jour, nous avons attendu exactement 1 an, nous espérions que ce moment arriverait un jour. Et regardez le visage de celui qu'on interroge, c'est le visage d'un ennemi, sans aucun doute, un mouton égaré, c'est le visage d'un ennemi, c'est le visage de l'une des personnes les plus méprisables de la jurisprudence américaine, de la politique américaine et peut-être même de la vie américaine. C'est un franc carriériste, salaud, menteur, tout ce que vous voulez, Jack Smith. Pour info, c'est la personne à qui Obama et Merrick Garland ont confié la mission de faire tomber Trump par tous les moyens. Je ne me suis pas trompé en disant Obama, je sais que le président, à cette époque, était censé être Biden, mais c'est Barack Obama qui a donné à Jack Smith la mission de détruire Trump. Quand je dis « ha », je ne veux rien dire de particulier, je parle juste du deuxième prénom, du nom du père, ou comme ils l'appellent chez eux. Officiellement, il a été nommé par la procureure générale des États-Unis, Merrick Garland, mais il l'a fait de façon si rusée, c'est totalement inventé. Avec eux, on devient fou. Il l'a nommé très rusé pour pouvoir ensuite dire « je l'ai nommé » ou « non, je ne l'ai pas nommé, je n'en avais même pas le droit ». C'est le Congrès qui aurait dû le nommer à ce poste, pas moi. Moi, je lui ai juste confié la tâche, et lui, il a commencé à faire des choses de son côté. Smith, en fait, faisait vraiment toutes ces affaires illégales lui-même. Mais Merrick Garland n'a rien à voir, il n'était même pas ici, ni assis, ni debout, ni couché. Alors pourquoi serait-il concerné? Et ton tour viendra aussi? On a juste commencé par ça. Alors, voilà, le jour est arrivé, la fête toute puissante est arrivée dans notre rue. Le procureur Jack Smith, absolument nommé par personne, enfin, pas vraiment nommé par personne, c'est juste qu'il y a une certaine procédure que personne n'a suivie. Il le savait parfaitement, mais on nous présentait tout ce dont vous parlez. Voilà, il fait tout ce qu'il veut, il faisait ce qu'il voulait, il faisait ce que ses maîtres voulaient, un menteur, un vaurien, une ordure sale, une crapule. Lors de l'interrogatoire au Congrès. C'est la première étape, mais c'est un pas positif pour porter des accusations et aller en justice. L'heure est venue pour lui de mouiller son pantalon, et non pas de faire pression sur les gens qu'il interrogeait, qu'il poussait à bout, et ainsi de suite. Combien de fois auparavant, dans les tribunaux, on a déjà dit « Comment pouvez-vous utiliser de telles méthodes ?» Mais on le rappelait encore et encore, parce qu'il utilisait tous les moyens possibles. Je ne sais pas, peut-être qu'il torturait ou non. Seul Dieu le sait, c'est sûr qu'on le protégerait. N'étant plus sûr, il agissait à sa guise. Sur ordre de Obama, il faisait de notre pays une république bananière. Je ne veux rien dire par là, Obama est noir, Dieu m'en garde, ce n'est pas pour ça que j'utilise le mot ménagerie, c'est juste, au contraire, simplement une république bananière. Je veux que vous écoutiez d'abord l'introduction. Donc, à l'audition, c'est une audition au Congrès. C'est Jim Jordan, connu de la plupart d'entre vous. Il est l'un des juristes les plus pointus du Congrès, juriste de formation, mais n'a jamais exercé comme avocat. Jim I.A. D'ailleurs, il a été 2 fois champion des États-Unis en lutte libre, donc, à une époque, il ne luttait déjà plus. Lorsqu'il était au Congrès,
Il a été élu au Congrès de l'État de l'Ohio, il est devenu un ami et un allié de Trump, et en 2016, il l'a rejoint avec enthousiasme, voyant en Trump probablement la réalisation de son rêve de ramener l'Amérique aux valeurs et à la morale d'autrefois. Tout n'était pas parfait dans le passé, mais il y avait certaines choses qu'il fallait en restaurer. Donc Jim Jordan, actuellement président du comité de la jurisprudence du Congrès. Début des auditions dans l'affaire du procureur Jack Smith. Donc, la personne responsable ou l'accusé, oui, probablement pas encore responsable, l'accusé de crime contre la République. Pour atteindre le président Trump, ils étaient prêts à tout. Depuis le 7 janvier 2023, Kevin McCarthy est président de la Chambre des représentants. 16 jours plus tard, Jack Smith délivre une assignation pour ses relevés téléphoniques couvrant 2 mois du jour de l'élection 2020 au 7 janvier 2021. Jack Smith et le ministère de la Justice de Biden accèdent aux données téléphoniques du chef républicain numéro 2 du parti. Ils savent à qui il a téléphoné, qui l'a appelé, quand l'appel a eu lieu et quelle en était la durée. On peut retracer la vie d'une personne. Ils savent avec qui le président a parlé avant les grands votes, avec qui il a parlé après les grands votes, quand il appelle ses collègues, quand il appelle sa famille. Et pour couronner le tout, ils vont voir un juge avec une assignation à non-divulgation pour l'opérateur AT&T. N'informez pas votre client. Monsieur le Président de la Chambre, vous venez de transmettre ces appels à Jack Smith et Joe Biden. Voilà tout le problème. Ils disent au tribunal, nous voulons cette ordonnance à cause d'un risque de fuite ou d'influence sur témoins ou preuves. Sérieusement, le Président de la Chambre va partir avant les élections? Ils ont eu mes relevés d'appel sur 2 ans et demi. Même les démocrates ont reconnu que ce n'était pas correct, mais évidemment, ce n'est pas surprenant. Les démocrates poursuivent Trump depuis 10 ans et le pays ne doit jamais oublier ce qu'ils ont fait. Dans les prochaines heures, nous allons entendre, je suppose, beaucoup de cris et de hurlements de l'autre côté. Mais nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait à l'homme que nous, le peuple, avons élu président 2 fois. Tout a commencé en 2016, lorsqu'ils ont surveillé sa campagne et son quartier général. Clinton a engagé le cabinet d'avocats Perkins Coie, qui à son tour a engagé l'agence de relations publiques Fusion Global Positioning System. Ils ont alors engagé l'étranger Christopher Steele pour créer un faux dossier, rempli d'absurdités mais utilisé par le FBI. Nous connaissons tous Jim Comey. C'était ce type-là, qui littéralement l'année dernière, en se promenant sur la plage, quand selon lui, le Seigneur Dieu lui-même a fait en sorte que les vagues dépotent sur le rivage des coquillages formant le chiffre 89. Ce gars a présenté ce dossier au tribunal Foreign Intelligence Surveillance Act menti, puis espionné la campagne électorale d'un autre pays. Cela a bien sûr conduit à l'enquête de Mueller. 2 ans et demi, 19 avocats, 40 agents, 30 millions de dollars pour rien trouver, aucun complot ni coordination. Quoi qu'il en soit, ensuite il y a eu la première procédure de destitution, un lanceur d'alerte anonyme. Nous ne pouvions même pas savoir qui portait des accusations contre le gars qu'ils essayaient d'évincer, le gars que nous avons élu et qu'ils essayent de chasser du bureau, nous ne pouvions pas savoir. Des audiences secrètes dans un bunker, dans les sous-sols du Capitole. Encore une fois, ça n'a rien donné. La deuxième procédure de destitution a été expéditive, sans audience secrète cette fois. Et le procès au Sénat a en fait eu lieu après que le président Trump n'était déjà plus en fonction. Ensuite, bien sûr, il y a eu Alvin Bragg qui a dit, avant d'être élu procureur du district, qu'il n'y avait pas d'affaire ici. Ensuite, il est élu et il change d'avis lorsque la gauche commence à faire pression sur lui pour poursuivre le président Trump. Il engage Michael Colangelo, ancien conseiller du Comité national démocrate et 3e plus haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Et puis, bien sûr, il y a Fannie Willis et Nathan Wade dans le comté de Fulton en Géorgie. Nous avons interrogé Wade lors d'un interrogatoire très intéressant. Nous lui avons dit qu'il avait facturé des milliers de dollars aux contribuables de Géorgie pour une réunion à Washington avec le comité du 6 janvier et l'administration Biden. Nous lui avons demandé « Avec qui avez-vous parlé, monsieur Wade ?» Il ne s'en souvenait plus. Jim parle aussi d'autres créatures sournoises. Appelons-les ainsi. Oui, voilà personne.
Parmi nos compatriotes utilisant le russe et l'ukrainien sur Internet, ceux qui prétendent soutenir les démocrates, personne ne vous racontera comment ils se sont couverts de ridicule aujourd'hui. Smith s'est couvert de ridicule, comment il esquivait, comment il mentait, comment il détournait les yeux, comment il roulait des yeux et tapotait nerveusement du pied sur le sol. Ils ne vont rien vous montrer, ils vont plutôt vous raconter des choses pour ne pas montrer, juste raconter et jeter de la boue en espérant que quelque chose finira par coller. Poutine. Il y a certains Lévier. d'influence sur Trump dont nous ne sommes pas encore au courant. Nous ne savons pas, mais j'en parle car j'aime l'argent. Trump est un caniche, clairement un agent. Non, l'agent, c'est toi, et ce n'est pas une supposition. Trump ne peut pas encore collaborer ouvertement avec Moscou. Il ne peut pas encore. Et toi, espèce d'idiot, comment tu sais ça, hein, mon petit crâne vide? Mais revenons de ces épouvantails créatifs à des ennemis plus sérieux, qui travaillent pour de grosses sommes, pas pour des miettes. Ce Choucheralas... Nous lui avons demandé « Où vous êtes-vous rencontrés ? Au Capitole ? À la Maison-Blanche ?» Il ne s'en souvenait pas. Nous avons demandé si ces rencontres étaient en personne, par téléphone ou sur Zoom. Elle ne pouvait absolument pas s'en souvenir. Elle ne pouvait absolument pas s'en souvenir. Il ne pouvait pas s'en souvenir. Finalement, nous lui avons simplement demandé « Êtes-vous vraiment venu à Washington et avez-vous rencontré des gens ?» Il a dit « Oui, bien sûr, je suis venu. Pas aux frais des contribuables. Je sais que je suis venu. » Il n'a aucune idée de la personne avec qui il a parlé ni de ce qu'il a fait. Ensuite, il y a eu la perquisition chez le président Trump. Ils ont fouillé la chambre de Baron et le dressing de la première dame. Lors de notre témoignage avec Stephen Dantuan, chef du bureau local du FBI à Washington, il a déclaré qu'aucune procédure ou protocole habituel n'avait été respecté pendant l'enquête. Vous gérez ça depuis Miami? Non, on le fera depuis District de Columbia. Il a dit l'avoir recommandé, tout comme les agents du FBI. À l'époque, au bureau local de Washington, il conseillait d'informer le président avant la perquisition. Ou alors, à leur arrivée, appeler les avocats du président, leur demander de venir, les rencontrer, puis perquisitionner ensemble. Le département principal de la justice a encore répondu négativement. Le 18 novembre 2022, 3 jours après l'annonce de candidature de Trump, le procureur général Garland nomme Jack Smith procureur spécial, revenant ainsi à M. Smith. L'une des premières choses que fait M. Smith, c'est d'intégrer dans son équipe précisément les personnes responsables de la perquisition au domicile du président Trump. Il s'agit de ces personnes. Jack Smith a aussi inclus dans son équipe ceux responsables de l'obtention des relevés téléphoniques de dizaines de membres du Congrès. Les gens aiment Thomas Windom. Nous avons recueilli sa déposition 71 fois sous serment et transmis son dossier au ministère de la Justice pour obstruction à notre enquête. Jack Smith reçoit ensuite une ordonnance de non-divulgation dans son enquête contre le président Trump. De la juge Shud Khan, sans déclaration écrite de témoins sur leurs sentiments de menace liés aux propos du président. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela. Jack Smith limite les prises de parole de l'ancien président alors qu'il est candidat à la présidence. Dieu merci, la décision de M. Smith a été annulée en appel et l'ordonnance modifiée il y a 2 semaines. Le Washington Post. Jack Smith aurait porté un coup dévastateur au premier amendement. Je veux simplement lire 2 phrases de cet article. M. Smith ne semblait pas se soucier d'interférer dans le processus démocratique en tentant de faire taire un candidat à une haute fonction. 3 juges d'appel, tous nommés par des présidents démocrates, ont statué que l'ordonnance de non-divulgation proposée par M. Smith violait les droits du premier amendement du président Trump. Comprenez-vous que les démocrates ont essayé, par une décision de justice, d'interdire à Trump de s'adresser aux électeurs pendant la campagne électorale? Et donc, un juge préparé par le ministère de la Justice a émis un tel ordre. 3 juges de la Cour d'appel, tous démocrates, ont d'une seule voix annulé cet acte incroyable pour leur Amérique. Si un candidat à la présidence commence à s'adresser aux électeurs et mentionne ne serait-ce qu'un mot sur la procédure judiciaire, il doit être immédiatement arrêté et mis en prison.
C'est ce que le juge veut dire, son proche, Smita, je ne sais pas un proche au sens familial, mais quelqu'un de son entourage envoyé en prison. S'il mentionne devant les électeurs quelque chose qui vient du tribunal, et là-bas le tribunal parle de tout, donc de rien en particulier, il se présente devant les électeurs et ça lui échappe. Je m'appelle Trump, cela vient peut-être des documents du tribunal. Et ces gens exigent que nous jouions honnêtement parce que c'est ce que la morale et la Constitution exigent. Et ce n'est pas la première fois que Smith perd devant le tribunal dans l'affaire des documents secrets à Miami. La juge Kennon a statué que Smith n'est pas autorisé à être procureur spécial. Jack Smith n'a jamais été dûment nommé. En fait, il ne pouvait pas être dûment nommé, car il n'a jamais été confirmé par le Sénat à aucun poste dans l'exécutif, comme l'exige la loi. La juge Kennon a déclaré, je cite, « Ma position de procureur spécial usurpe en fait ses pouvoirs législatifs importants, en les transférant au chef du département et, ce faisant, menace la liberté structurelle inhérente à la séparation des pouvoirs. » Le 1er juillet 2024, la Cour suprême des États-Unis a statué que le président Trump avait l'immunité pour les actes réalisés dans l'exercice de ses fonctions. Un mois après cette décision de la Cour suprême, Jack Smith dépose une nouvelle accusation, le 27 août 2024. Mais M. Smith ne s'arrête pas là, il fait quelque chose d'inédit. Le 2 octobre, il dépose une requête au tribunal avant même que l'avocat du président Trump ait répondu à l'accusation. Tout le monde sait comment cela se passe habituellement. Le gouvernement porte des accusations, la défense y répond avec ses propres requêtes, puis le gouvernement répond aux arguments de la défense. Mais M. Smith saute cette étape et son mémoire atteint 165 pages, soit près de 4 fois la limite fixée par le tribunal. Même la juge libérale Chud Khan, qui a toujours donné raison à Jack Smith durant l'enquête, a jugé cela atypique et irrégulier. Pourquoi Jack Smith a-t-il agi ainsi ? Pourquoi enfreindre la procédure ? Pourquoi enfreindre les règles du tribunal ? Pourquoi faire cela ? Parce qu'il manque de temps. Les élections approchent. Elles auront lieu dans 33 jours. Il doit empêcher le président Trump de se présenter, le traduire en justice et porter l'affaire devant le tribunal. Ou, au moins, intégrer un document politique de 165 pages dans la campagne présidentielle. Ça a toujours été une question de politique. La bonne nouvelle, c'est que le peuple américain a compris. Ils l'ont compris. Pendant longtemps, la gauche a contrôlé tant de choses dans ce pays. La gauche contrôle les grands médias, la gauche contrôle les grandes entreprises technologiques, la gauche contrôle le milieu universitaire. Hollywood, le Parti démocrate et une grande partie de la bureaucratie fédérale, mais la gauche ne contrôle pas le peuple. Malgré la gauche et les tentatives de Jim Comey d'utiliser une arme, Elvin Bragg, Bonnie Willis et Jack Smith. Nous, le peuple, avons vu tout cela très clairement et nous avons élu le président Trump 2 fois. Discours brillant, on a vu Smith faire exprès de s'ennuyer. Continuons à regarder. J'aime mon pays, et je crois profondément aux principes fondamentaux sur lesquels il a été fondé. Et je n'ai aucune préférence partisane. Ma carrière a été consacrée à servir notre pays, en défendant la primauté du droit. Si cela avait été le cas, nous ne serions pas présents à ces auditions, il n'y aurait pas eu d'audition. Votre manière de mener cette enquête révèle une approche totalement différente. Celui qui cherchait toujours à maximiser ses avantages judiciaires et a souvent contourné les limites constitutionnelles, nécessitant d'être freiné tout au long du processus, notamment peu après votre nomination comme procureur spécial. Vous avez assigné les relevés téléphoniques du président de la Chambre des représentants, ainsi que d'autres sénateurs et représentants, sur 2 mois. Le département de l'intégrité du ministère de la Justice a mentionné un risque judiciaire. De quoi s'agissait-il exactement ? Concernant les assignations pour le détail des appels que nous avons émises, elles ont été approuvées par le département de l'intégrité, le département chargé de l'intégrité des fonctionnaires. En approuvant ces assignations judiciaires, ils ont souligné le fait que les assignations concernaient les relevés de personnes qui n'étaient pas impliquées dans notre enquête. Ils ont évoqué un risque de poursuite, mais vous avez continué malgré tout. Et pas seulement cela, mais vous avez également cherché à obtenir des ordonnances judiciaires de la part des juges pour que ceux dont les relevés étaient saisis ne soient pas informés. Et vous n'avez même pas précisé aux juges que ces relevés concernaient des membres du Congrès, en violation de la loi fédérale qui exige que le fournisseur téléphonique du bureau du Sénat puisse notifier la demande de relevé.
Aujourd'hui, si vous faisiez cela, vous vous en sortiriez. Demandez au juge une ordonnance de non-divulgation sans préciser qu'il s'agissait de membres du Congrès. Ces relevés ont été obtenus selon la politique du département. C'est exact. Je veux préciser que Smith n'a pas seulement exigé d'écouter la troisième personne de l'État, le président du Congrès, mais il n'a pas non plus informé les juges, il a complètement oublié que c'était un membre du Congrès, le président. Autrement dit, il a oublié de le mentionner. Il l'a complètement négligé et a demandé une autorisation spéciale pour garder cette écoute secrète, en informant le tribunal. Eh bien, comme l'a raconté Jim Jordan par la suite, je pense qu'il y aura des preuves dans cette affaire, c'est ce qu'il a dit. Le président du Congrès, s'il l'apprend, s'enfuira à l'étranger. Et que cette politique a changé depuis, ils ont modifié la politique en fonction de vos actions. De même, vous avez émis un ordre de non-divulgation contre le président Trump, que la Cour d'appel du district de Columbia a annulé comme étant trop large. C'est exact? Eh bien, la Cour d'appel du district de Columbia, en examinant cette ordonnance, l'a jugée fondée. Ils ont restreint l'ordonnance, mais ont confirmé le phénomène. Ils ont restreint l'ordonnance parce qu'elle était trop large. Vous avez remarqué comment Jacques essaie de s'en sortir. Non, les juges n'ont pas annulé, ils ont limité. Cela rappelle un autre cochon, c'est-à-dire Bill Clinton qui a été interrogé au Congrès. Donc, vous avez déclaré sous serment que vous n'aviez pas eu de relations sexuelles avec Monica Lewinsky, une stagiaire de 18 ans à la Maison-Blanche, et maintenant vous vous excusez en quelque sorte d'en avoir eu. C'est-à-dire, enfin, pourquoi exactement ? Clinton a dit, eh bien, chez nous, dans l'Arkansas, dans l'État de l'Arkansas, le sexe oral n'est pas considéré comme du sexe. Vous ne m'avez pas demandé si vous aviez eu des relations orales. Vous avez demandé si nous avions eu des relations sexuelles. J'ai répondu honnêtement non. Si vous m'aviez demandé si vous aviez eu des relations orales, j'aurais alors répondu que oui, super, c'est vrai, oui, tout à fait. Voilà, Smith, c'est juste son cousin germain du même sang, et puis Hillary, bien sûr, c'est aussi sa sœur. Vous avez aussi demandé une date de procès anticipée, refusée par le tribunal de district. Quand avez-vous remis votre note d'accusation au procureur général Garland? D'après les rapports, il n'a clairement pas été impressionné et a exprimé des inquiétudes concernant le premier amendement. Donc, Monsieur Smith, d'après le procès verbal, je vois que vos décisions ont été annulées et que vous avez reçu un blâme. Du ministère de la Justice, du procureur général, du solliciteur général et de nombreux juges des tribunaux de district, de la Cour d'appel et de la Cour suprême des États-Unis. Ma dernière question... Pensez-vous avoir commis des erreurs? Regrettez-vous la manière dont vous avez mené cette enquête? Ils l'ont amené pour qu'il morde, qu'il lèche, qu'il frappe Trump, pour qu'il mente, qu'il enfreigne toutes les lois, du moment que Trump ne soit pas élu, mais lui, Dieu merci, il n'a rien pu faire, et maintenant il va mentir. Si je regrette quelque chose, c'est de ne pas avoir suffisamment exprimé ma reconnaissance à mes collaborateurs qui travaillent si dur sur ces enquêtes. Nous avons suivi les faits et la loi. Ces personnes qui travaillent pour moi se sont sacrifiées sans compter et ont enduré énormément, simplement en faisant leur travail. Donc, si je dois dire quelque chose, je voudrais les remercier. Sans faute. Voilà l'humilité, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Eh bien... Quel merveilleux Kozel, Ivanovitch, il n'a rien trouvé de mieux. Non, il peut être un bulldog, comme on l'a appelé, à s'accrocher à Trump comme un bulldog. Mais avec de l'intelligence, avec ce genre d'intelligence, oui, là ce n'est pas trop ça. Donc il n'est pas très intelligent, il peut être un bulldog, mais pas très intelligent. Voilà une histoire étrange, Jack et quelqu'un de son équipe ont inventé que Trump ivre, il ne frappe pas. D'ailleurs, assis à l'arrière de la limousine dans laquelle on le conduisait, il s'est précipité vers l'avant. Eh bien, il s'est dirigé vers le chauffeur. Oui, il a arraché le volant, il s'est emparé du volant, a commencé à le tourner et à insulter tout le monde, en traitant la mère du chauffeur de mots pas très polis. En anglais, c'est vrai, il n'est pas passé à l'arabe, au russe ou au mongol. En effet, cela ne ressemble pas à Donald Trump. Il peut sortir beaucoup de mots, mais pas de cette façon décrite. On le connaît et le suit depuis longtemps, donc ce n'est pas son genre. Donc Smith a trouvé une certaine femme à la Maison-Blanche qui a témoigné sous serment. C'est-à-dire, elle a juré, tu vois, à peu près comme celle qui affirmait « Il y a 36 ans, il m'a violée dans un grand magasin. Dans ce vestiaire, bien qu'il y ait d'autres femmes à côté, je me suis tue pour qu'elle ne sache rien. » Ce genre d'absurdité, si on peut dire.
Oui, donc Smith, il l'a sorti, c'est absolument, totalement absurde, dans aucun tribunal, aucun juge, mais Smith donc a publié ça dans la presse pour salir les candidats à la présidence juste avant les élections. Bon, maintenant écoutez. Elle était leur principal témoin, le comité du 6 janvier leur principal témoin lors de l'une de ces audiences mises en scène et scénarisées qu'ils ont chargé l'ancien président d'American Broadcasting Company News d'organiser. Elle était en fait la seule témoin à cette audience spéciale en prime time, le mardi 28 juin 2022 à 20h. Et elle a raconté des histoires, eh bien c'était vraiment des histoires. Elle a parlé de la façon dont le président s'est précipité par-dessus le siège arrière, a saisi le volant et a essayé de se rendre en voiture jusqu'au Capitole. Et je veux juste savoir, pensez-vous qu'elle a menti ? Président Jordan, mon évaluation de cette question précise est que, concernant le témoignage selon lequel quelqu'un ou le président s'est jeté sur le chauffeur, mon souvenir de son témoignage à ce sujet est le suivant. C'était d'après les paroles d'autres personnes, elle a dit qu'elle l'avait entendu de quelqu'un. Pourquoi montrer à la télévision nationale une femme qui a entendu, elle n'était pas là, elle a entendu de quelqu'un qui a entendu de quelqu'un d'autre, que soi-disant le président aurait fait un scandale dans la voiture. Et c'est lui qui a inventé ça. D'ailleurs, ce n'est rien de moins que l'ancien producteur général d'American Broadcasting Company, qui a été embauché pour organiser des séquences à montrer à la télévision, pour discréditer Trump. Je pense qu'ils ont payé très cher. Vous savez, le nom de Tony Ornato vous est familier, le nom de Tony Ornato, oui. Le chef adjoint du service des opérations de la Maison-Blanche. Oui, vous vous souvenez de ses propos à ce sujet. En ce moment, je ne sais pas. Oui, il a dit qu'il n'y en avait pas. Bobby Engel, ce nom vous est-il familier ? Oui, un agent des services secrets qui était vraiment dans cette voiture ce jour-là. Tu sais ce qu'il a dit ? Il a dit que ça ne s'est pas passé. Ils ont dit que c'était la première fois qu'ils entendaient cette histoire. Lorsque mademoiselle Hutchinson a témoigné lors des audiences en prime time en tant que témoin clé du comité du 6 janvier d'ailleurs, avez-vous déjà confirmé son témoignage concernant cet incident précis ? Comme déjà mentionné, nous avons mené notre propre enquête indépendante sur tous les aspects pertinents de cette affaire. Nous, les avocats de mon cabinet... Tu l'as confirmé ? C'est une question simple. Nous avons mené des entretiens, enfin, ce sont les juristes de mon cabinet qui s'en sont chargés. Avez-vous déjà confirmé que le président, en sautant par-dessus le siège, a attrapé le volant ? Toute cette histoire qu'elle a racontée lors des audiences du 6 janvier, l'avez-vous confirmé ? Donc, nous avons interrogé un autre témoin qui... Présent dans la voiture, il n'a pas confirmé l'incident. Mais il a aussi déclaré, lors de votre témoignage devant le comité le mois dernier, Monsieur Smith... Personne n'avait confirmé ce récit. Mais Smith a quand même amené cette femme à l'audience pour la montrer à la télévision. Et il n'a pas précisé qu'elle n'était pas présente à ce moment-là. Et tous ceux qui étaient là présents n'ont jamais vu ni entendu cela, et ne le confirment pas. Vous avez dit que de nombreux témoignages de mademoiselle Hutchinson étaient des rumeurs. Vous souvenez-vous l'avoir affirmé lors de l'interrogatoire du mois dernier ? Je l'ai fait, je parlais de ce sujet. Oui, vous avez aussi dit que mademoiselle Hutchinson était un témoin de seconde ou troisième main. Si vous étiez l'avocat de la défense, comment auriez-vous interrogé la témoin ? Et vous avez dit que si j'étais l'avocat de la défense et que mademoiselle Hutchinson était témoin, la première chose que je ferais serait de demander l'exclusion de son témoignage, parce que c'était des rumeurs. Vous souvenez-vous d'avoir dit tout cela ? Oui, c'est exact, monsieur, car c'est ainsi que vous vouliez la faire témoigner. Si l'affaire avait été jugée, nous n'avions pas encore décidé quels témoins appeler. Nous avions un large choix de témoins dans cette affaire. Tu pensais encore à elle ? Nous avions un large choix de témoins pour cette affaire. Savez-vous ce qu'ont écrit Carol Leonick et Aaron Davis du Washington Post dans leur livre ? Ils ont rédigé ce livre de plus de 300 pages relatant toutes les enquêtes du ministère de la Justice, et voici ce qu'ils ont déclaré à la page 310. Jack Smith se demandait s'il serait possible de se fier à certains des témoignages de Cassidy Hutchinson lors du procès. Néanmoins, à un moment donné, Smith a dit à l'équipe chargée des élections qu'il n'était pas prêt à renoncer aux témoignages de Hutchinson. Cependant, les responsables de l'administration Trump ont unanimement réfuté son témoignage sous serment. Les procureurs ont dit à Smith qu'ils n'utiliseraient pas Hutchinson comme témoin, et il a accepté. Carol Leonick et Aaron Davis qui ont écrit cela, ils mentent mal. Quand tu bavardes devant les journalistes, ils publient ensuite tout ça et il faut assumer.
Il faut répondre de ces paroles. Autant que je me souvienne, je n'ai certainement pris aucune décision définitive concernant qui nous allions convoquer. Et c'est tout l'intérêt. C'est exactement ça. Leur utilisation lors des audiences en prime time et le fait que vous n'excluiez pas de la faire témoigner. Vous avez remarqué qu'après la question, Smith fait semblant de prendre des notes. Il a inventé ça pour avoir 2 secondes pour réfléchir. D'habitude, quand on dit la vérité, il n'y a rien à inventer. Quand tout le monde sait qu'elle ne disait pas la vérité, ça en dit long. Voilà jusqu'où les gauchistes et démocrates voulaient aller pour atteindre Trump en faisant témoigner quelqu'un que tout le monde s'est inventé. Vous étiez prêts à ça? Savez-vous combien de fois Cassidy Hutchinson est cité dans le rapport du 6 janvier? Monsieur Smith, vous savez, mais je ne dirai rien. Pas moins de 185 fois, une personne que tout le pays connaît n'a pas dit la vérité. Pourtant, vous avez voulu la convoquer comme témoin uniquement pour atteindre le président Trump, ce qui est évident pour tous. L'essentiel de ce que fait Jim Jordan, même s'il semble qu'il bavarde ou plaisante là-bas. Il recueille des faits pour transmettre l'affaire au ministère de la Justice. Le comité du Congrès recueille des faits, rédige un rapport et le transmet avec une recommandation au ministère de la Justice. Pour ouvrir une affaire, le ministère de la Justice nomme un procureur responsable de cette affaire. Peut-être de n'importe quelle partie de l'Amérique, il réunit un tel jury spécial, je l'ai déjà expliqué, cela s'appelle un grand jury. C'est une formation élargie de jurés. Et on leur présente l'affaire, il n'y a pas d'avocat de la partie contre laquelle on porte plainte. On leur expose simplement l'affaire, on explique les soupçons, on montre les documents, on présente les faits, aussi bien ceux recueillis par le Congrès que tout ce qui a déjà été rassemblé par le ministère de la Justice. Et ce jury élargi décide s'il y a une infraction ou non, s'il est pertinent d'engager un procès ou non, s'il y a suffisamment de soupçons ou de faits ou non. S'il y en a, cela ne prouve pas la culpabilité. On ne parle pas de culpabilité à ce stade. C'est une affaire unilatérale. Ouvrir ou non une affaire, y a-t-il des soupçons raisonnables? Oui. Donc si oui, le procureur obtient des droits très étendus pour collecter des preuves, vérifier les appels, les correspondances, prendre l'ordinateur, examiner les téléphones et tout le reste. Mais pour cela, il faut prouver à ce grand jury que tu as des soupçons sérieux, étayés par des faits ou par autre chose. Vous comprenez la déclaration des droits, qu'une personne a le droit absolu de croire en quoi que ce soit vrai ou non, et de défendre quoi que ce soit vrai ou non. Vous comprenez que c'est aussi ce que permet le premier amendement, en plus de votre serment à la Constitution, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, notre cause est juste car chacun a le droit d'exprimer son opinion, de défendre ses intérêts et sa position, et d'agir légalement pour inciter à d'autres décisions. Pourquoi avez-vous constaté un comportement criminel du président, pensant ne pas avoir battu le président Jordan? J'ai quelque chose en commun avec beaucoup ici. Nous avons vu des actes répréhensibles et, le 6 janvier, voté contre la certification des résultats dans 2 États, car ils ont violé la Constitution lors du choix des destinataires des bulletins électoraux. Et pourtant, tu viens ici et tu dis « Je ne faisais que suivre la loi », alors que vous vous en êtes pris à ces gens et que vous avez dit « Techniquement, je peux le faire ». N'avez-vous pas vu la partialité ou la séparation des pouvoirs selon la Constitution ? Dans la surveillance des activités du président de la Chambre des représentants, dans quel but des conversations pourraient-elles survenir entre ce dernier et d'autres partis? Le second dans l'ordre de succession à la présidence est le président. En vertu de quel droit cela pourrait-il vous concerner, à moins que vous ne croyiez à l'existence d'un complot, à moins de partir dès le départ de l'hypothèse d'un complot? En tant qu'homme du président pour Richard Nixon, vous poursuiviez ses ennemis politiques qui n'étaient peut-être pas les vôtres. Mais enfin, c'étaient les adversaires politiques de Joe Biden, non? C'étaient les ennemis politiques de Harris, c'étaient les ennemis du président, et vous étiez leur instrument, n'est-ce pas? Non? Très bien. Donc vous espionniez la présidente de la Chambre et d'autres sénateurs, etc. Et vous n'en avez informé personne. Et en fait, vous avez imposé une interdiction de divulgation pour qu'ils ne puissent pas le découvrir, à moins qu'ils ne soient impliqués dans l'enquête sur le complot.
Pourquoi le Congrès est-il une branche indépendante du pouvoir que vous devez, selon la Constitution, respecter? Pourquoi personne ne devait-il être informé de cela, y compris même les juges? Lorsque vous êtes allé espionner ces personnes, vous avez mentionné que vous espionniez en demandant des relevés pour savoir quand ont eu lieu les conversations entre le président de la Chambre des représentants des États-Unis et le président. Avez-vous informé le juge ou avez-vous caché cela? Mon bureau n'a espionné personne. Attendez, moi. La question de M. Smith était directe. Avez-vous caché cela au juge de l'article 3? Au cours de la saisie des enregistrements du président de la Chambre des représentants, nous nous sommes retirés de l'affaire. Tu as caché cette information. Monseigneur le Président, demandez-lui de laisser le témoin répondre. Ce n'est pas ton tour. Rends-moi mon temps, s'il vous plaît. Vous avez déjà fait cela plusieurs fois. Le témoin peut répondre à la question, il aura assez de temps. Rendez-moi mon temps et laissez-moi finir. Monsieur Smith, je vous ai posé une question et vous n'y avez pas répondu et je veux que vous y répondiez. Avez-vous caché cela? Pensez-vous que c'est légal ou non? Juste ou non? Le nom de Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants, lorsqu'on a demandé des documents concernant Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants, ou Jim Jordan, président de cette commission, le temps de l'homme honorable est passé. Rendez-moi celui qu'on m'a pris, s'il vous plaît. Non, moi... Le temps est écoulé. Laissons le témoin répondre. Il est important et peut le faire. Nous n'avons pas donné cette information au juge lors de la demande d'ordonnance de non-divulgation. Vous avez entendu les démocrates devenir nerveux. C'est fascinant. Cela signifie qu'on a touché un point sensible chez eux. Smith et son équipe n'ont pas informé le tribunal qu'ils demandaient le droit d'écouter les sénateurs et le président du Congrès, et cela semble être une autre violation grave de la loi. Ils n'ont pas dit qui c'était, juste donné des noms de famille, simplement des gens portant ces noms, ou peut-être soumis 50 autres pour brouiller les pistes. Quelqu'un a dit « Une seconde, ça ressemble un peu à des sénateurs ». Le juge n'a pas compris. Il n'y a pas de loi pour qu'il n'existe pas, ils l'ont déjà introduite après cela. Donc, il n'y avait pas de loi disant que tu devais expliquer clairement, c'était sous-entendu, mais tu n'étais pas obligé d'expliquer. Des lois interdisent aussi d'écouter le Congrès, mais c'est une autre histoire. En tout cas, c'est une violation évidente. Je ne sais pas si c'est une violation de la lettre ou de l'esprit de la loi, mais c'est une violation de quelque chose, en tout cas. Si on en parle autant aux auditions, c'est sûrement une violation de la loi, donc on peut agir en justice. Mais je pense que cela signifie précisément ce qu'il cherche à obtenir. Donc Issa, c'est mon voisin de Californie, il habite pas loin. Écoutez donc comment un autre clou est enfoncé dans l'affaire Smith. Directement à droite et selon la loi, selon la politique du département. Monsieur le Président, ce qui frappe aujourd'hui, c'est que nous avons obtenu la reconnaissance de l'article Pervy. La commission a dépassé de 34 secondes, cela fait plus de 5 minutes. Combien de temps reste-t-il? Le temps du monsieur de Californie est écoulé. Je m'adresserai brièvement au Président. Nous avons des preuves que le représentant de l'article 1er, au nom du Président, a caché l'article 3. Monsieur le Président, je demande l'unanimité. Il est tard et je prends congé avec dégoût envers ce témoin. Nous avons maintenant, a dit Issa, des preuves de la violation de la loi provenant directement de l'interrogé. Issa a accompli sa tâche, il est maintenant possible de transmettre l'interrogatoire aux mains du prochain enquêteur. Monsieur Smith, en janvier 2023, vous avez demandé au président Kevin McCarthy des données sur les appels. Oui, nous l'avons fait. La convocation couvrait de novembre 20 à janvier 21, c'est exact. Pardon, pouvez-vous répéter? Nous ne traînerons pas autant. La convocation couvrait la période de novembre 20 à janvier 21. Combien de jours après que Kevin McCarthy a prêté serment en tant que président avez-vous demandé ces dossiers? Je ne me souviens pas, mais ces deux choses n'étaient pas liées l'une à l'autre. 16 jours après sa nomination comme chef républicain à la Chambre, vous avez assigné ces relevés d'appel. Pensez-vous que cela viole raisonnablement la clause sur les discours et les débats? Je ne le pense pas. Je veux clarifier. Vous avez collecté les relevés d'appel pendant des mois. Les données téléphoniques sur le président républicain de la Chambre, chef de l'opposition, juste après sa prise de fonction lors d'un vote clé.
C'est, selon moi, une violation évidente de la liberté d'expression, et la plupart seraient d'accord. Le président McCarthy ne pouvait pas se défendre, n'est-ce pas ? Vous avez émis une ordonnance de non-divulgation pour que ni lui ni aucun Américain ne sache concernant ces assignations. Il s'agit de relevés d'appels et de facturations sans contenu. Nous avons obtenu des ordonnances de non-divulgation pour ces assignations. C'est ce que vous avez fait. Et je vais vous demander, monsieur le maire, monsieur Smith, quand avez-vous reçu ces ordonnances de non-divulgation ? Le président McCarthy était-il en déplacement ? L'ordonnance de non-divulgation visait à protéger la sécurité du président McCarthy, bien qu'il n'y ait eu aucune menace. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils avaient demandé au juge de surveiller un certain McCarthy. Mais de quel McCarthy s'agit-il ? Savez-vous combien de McCarthy il y a en Amérique ? Il n'y en a pas 1 million, mais il y en a beaucoup. Oui, en partant du principe que si cette personne apprend qu'elle est surveillée, si elle le découvre, elle pourrait s'enfuir à l'étranger et disparaître. C'est-à-dire que si le président du Congrès l'apprend, il s'enfuira et se cachera. Ils ont oublié, complètement oublié que ce McCarthy n'est pas un McCarthy du coin, un simple propriétaire de boutique, mais le président du Congrès, ils l'ont juste oublié par étourderie. Et donc, comme on dirait, tout le monde a dit oui, et à propos des sénateurs aussi, ils ont complètement oublié de préciser qu'ils sont sénateurs. Vous pensez qu'un juge, même libéral, leur aurait donné le droit de surveiller la 3e personnalité de l'État américain et une douzaine de sénateurs, sachant de qui il s'agit? Ce n'était pas le cas. Pourquoi l'avoir alors considéré comme susceptible de fuir dans votre ordonnance de non-divulgation ? Il est clairement indiqué ici que le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants de croire qu'une telle divulgation entraînerait une fuite devant les poursuites. Monsieur, une ordonnance de non-divulgation n'entraîne pas forcément de risque. Le président de la Chambre représente-t-il un risque selon vous ? Oui, répondez à la question. Non, ce n'est pas votre temps, c'est le mien. Pensez-vous que le président de la Chambre présente un risque de fuite ? Pensez-vous qu'il va monter dans un avion et quitter le pays ? Non, j'essayais de vous expliquer. Encore une fois, les démocrates essaient d'interrompre sans succès. Les risques ne concernent pas forcément l'abonné qui utilise ce téléphone, il existe des risques pour l'enquête elle-même. Très bien. Je pense que lorsque vous avez utilisé cela concernait clairement le président McCarthy et vous avez utilisé des informations manifestement fausses pour obtenir une ordonnance de non-divulgation afin de vous cacher du président McCarthy et du peuple américain. Pris en flagrant délit de mensonge, encore une fois. La jurisprudence est vraiment fascinante. Si j'avais su, oui, j'aurais suivi les traces de mon grand-père, qui tentait de me convaincre dans ce domaine. Mais en Union des républiques socialistes soviétiques, tout était tellement mensonger, tout se faisait sur ordre. Là-bas, bien sûr, il était impossible de voir un tel théâtre. C'est pourquoi je me suis tourné vers la mise en scène théâtrale. En mai 2023, vous avez aussi assigné pour les enregistrements d'appels de 9 sénateurs américains et d'un autre représentant, n'est-ce pas ? En mai 23, nous avons publié... Vous l'avez fait, et il y avait des ordonnances de non-divulgation liées, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Selon la politique du département. Ils acculent Smith dans un coin, il écrit alors quelque chose puis se tait. Il fait simplement traîner les choses, parce que chaque membre du Congrès a 5 minutes. Oui, exactement 5 minutes selon l'horloge. Et s'il répond rapidement, on lui posera beaucoup de questions embarrassantes. C'est pourquoi Smith essaye tout le temps de faire des discours, de gagner du temps, de se taire, d'écrire, de faire tout ce qu'il peut pour déstabiliser ceux qui posent les questions. Mais ça ne marche pas. Il a participé à un plan criminel pour annuler les résultats de l'élection de 2020 et empêcher le transfert légal du pouvoir. Il y a quelques semaines, en Géorgie, la commission électorale du comté de Fulton a indiqué que 315 000 bulletins avaient été validés sans les signatures exigées par la loi sur les bandes des compteurs pour les employés de bureaux de vote. S'ils ne les avaient pas comptés, cela aurait pu faire basculer l'État de Géorgie du côté républicain, et je ne doute pas que des schémas similaires aient existé dans de nombreux autres États. Votre nomination comme procureur spécial est illégale. J'espère que cela vous intéresse, messieurs, car je suis fasciné. Comment tout cela fonctionne comme un orchestre, où chaque instrument a sa propre partition, et tous s'unissent pour former une symphonie harmonieuse. Je ne sais pas, c'est un peu un truisme, je veux dire un opus harmonieux, disons-le ainsi. Maintenant, l'attaque est partie de l'autre côté.
Si vous avez remarqué, le représentant de l'Alabama, manifestement un ancien procureur, a commencé très doucement à clarifier comment Smith pouvait affirmer devant tout le pays qu'il avait des preuves irréfutables que le président avait tenté de tromper le peuple, que les élections n'étaient pas honnêtes, mais qu'en même temps, soi-disant, Trump savait qu'il n'y avait pas eu de violation et que les élections étaient honnêtes. Juste pour que vous compreniez, il y a 2 semaines, comme l'a dit le représentant de l'Alabama, nous avons appris que dans le comté de Fulton, en Géorgie, on avait découvert plus de 315 000 bulletins. Plus de 315 000 bulletins sans signature. Si on nous avait permis de procéder à une vérification à ce moment-là, alors l'État de Géorgie, eh bien nous aurions découvert qu'il n'avait pas choisi Biden, mais Trump, et peut-être que dans d'autres États, c'était la même chose, mais cela n'a tout simplement pas été découvert. Et cela s'appelle une fraude électorale, mais pas par Trump, par les démocrates, ce qui signifie que Biden n'était pas un président élu. Il était un usurpateur, il a usurpé, peut-être même qu'il ne le savait pas lui-même, c'est-à-dire qu'il ne savait probablement pas exactement, parce que personne ne lui disait qu'en rien. Et toi donc, Vassia Smith, tu affirmes que tu as encore toutes les preuves que Trump a perdues. Puisque vous n'avez pas été confirmé sur recommandation avec le consentement du Sénat, et comme indiqué dans la section sur les nominations, vous avez également inculpé le plus redoutable adversaire politique du président Biden de l'époque. Le président Trump, candidat, a reçu une ordonnance de non-divulgation durant l'élection 2024, portant gravement atteinte à ses droits du premier amendement et à sa plainte. Tentative de censurer totalement le principal candidat politique. De tels actes N'était rien d'autre. Comme il se doit, la suite arrive. Tout ce discours a été prononcé pour que 2 mots soient entendus. Ingérence électorale. En comptant la lettre « veut », il y a 3 mots. Donc c'est encore un article pour lequel Smith sera poursuivi et j'espère condamné afin que ceux qui suivront ses traces, et il y en aura forcément, comprennent. Oui, il savait que si c'était Obama, il pouvait prendre beaucoup d'années. pour avoir obtenu les enregistrements et relevés d'appels des membres du Congrès, je voudrais souligner 2 choses. Ce premier domaine présente un risque judiciaire. Ainsi, ils reconnaissent l'existence de certaines préoccupations et envoient cette copie à l'équipe de Jack Smith. Comme l'a noté M. Gill, la jurisprudence est claire. Le législateur peut intervenir pour empêcher une telle utilisation. Le risque semblait réel, mais en réalité, il n'y en avait pas. Parce que nous ne l'aurions pas su, ils ne nous l'auraient pas dit, ils ont fait en sorte que nous ne le sachions pas, parce qu'ils sont allés voir le juge et ont obtenu une ordonnance de non-divulgation. Et regardez la dernière phrase. Il est peu probable que l'un des membres ci-dessous soit accusé à leur insu, car nous ne les accuserons pas, ils n'ont rien fait de mal. Et judiciaire, donc le risque de poursuite judiciaire doit être minimal. Ils ne seront pas inculpés, ils ne le seront pas. Nous ne les poursuivrons pas, ils ne le seront pas. Le risque de poursuite judiciaire est minimal. Parce qu'honnêtement, il n'existe pas. Parce qu'ils ne le sauront pas, et nous veillerons à ce qu'ils ne le sachent pas. Car nous ne dirons même pas au juge contre qui nous obtenons des ordonnances d'interdiction. Et pourtant, M. Smith trouvait cela tout à fait normal et acceptable. La lettre est l'esprit de la Constitution. J'ai beaucoup de mal à y croire. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Tout le monde sait que ce n'est pas correct. Le département de l'intégrité du ministère de la Justice ayant changé sa politique, vous ne pouvez plus agir ainsi, mais Jack Smith avait eu l'autorisation de le faire. Parce qu'il faut attraper Trump, il faut attraper le président. La suite arrive. Voilà quel était le sens du mot adressé au gentleman de l'Alabama. Merci, Monsieur le Président. Je rends la parole, bien joué Jim. Le ministère de la Justice, rapidement. À la fin du mandat de Biden, il a commencé à corriger et à modifier les règles parce que ces règles étaient en contraire à l'éthique et inconstitutionnelles. Ils savaient tous cela, même Smith. Bien sûr, il peut tout faire, mais il maîtrise mal son sujet. À mon avis, ce n'est pas quelqu'un d'intelligent, vu la façon dont il se positionne et la manière dont il réagit aux choses inattendues pour lui.
Mais lui, tu vois, il a tout préparé, il sait tout, c'est ce premier de la classe détestable à l'école. Apparemment, il n'est pas nécessaire d'indiquer aux juges qui écoutaient, ce n'est pas important. Mais ils ont vite changé ça quand Trump a gagné les élections. J'imagine à quel point ils ont tous eu peur, y compris Monsieur Smith. Le Washington Post vous a demandé des comptes. Le Washington Post vous a demandé des comptes. Ils vous ont demandé des comptes. Monsieur, vous avez violé le premier amendement en criminalisant les discours politiques, imposant des injonctions illégales aux candidats à la présidence et surveillant des membres du Congrès. Du Parti républicain, en violation de la clause sur la liberté d'expression et de débat, même envers l'actuel président de la Chambre. Monsieur Smith, vous avez négligé les documents, fait pression sur les avocats de la défense et accumulé de prétendues preuves juste avant les élections. Et vous l'avez fait pour influencer les électeurs, c'est pour ça que vous l'avez fait, alors ne me lancez pas là-dessus. Prototrade à Mar-a-Lago ou votre nomination inconstitutionnelle annulée par le juge fédéral en Floride. Très mauvaise journée pour vous. Il ne s'agissait pas de respecter la loi, Monsieur Smith. Il s'agissait de renverser le président Trump et tous ceux qui lui étaient proches. Vous avez tenté de faire adopter un rapport final politique après l'échec de vos affaires, y compris la loi sur la transmission des pouvoirs présidentiels et l'équité de base. Mais voici une bonne nouvelle. L'Amérique, voici une bonne nouvelle. Le peuple américain a tout parfaitement compris. Ils ont rejeté fermement votre chasse aux sorcières. En novembre, en offrant une victoire éclatante à Trump, les électeurs ont clairement exprimé leur volonté de mettre fin à l'instrumentalisation du système judiciaire. Dans votre déclaration, vous avez évoqué des preuves sans doute raisonnables, Monsieur Smith. Je vais vous fournir des preuves irréfutables. La victoire de Donald Trump au vote populaire avec une avance de plus de 2 millions de voix, le collège électoral qu'il a remporté avec une avance de 85 voix, ainsi que chaque État clé individuellement. Maintenant, monsieur, C'est la preuve que le Parti démocrate n'a pas pu arrêter Trump. Nous, mesdames et messieurs, avons eu une chance incroyable, une chance d'avoir brisé leur machine, comme on dit en Amérique, nous avons brisé leur machine, et par machine, bien sûr, je veux dire la machine politique. Oui, nous avons eu de la chance que Trump se soit montré être un homme à 100 nerfs. Nous avons eu de la chance qu'après avoir passé 4 ans hors de la Maison-Blanche, il ait rassemblé de véritables partisans directs, formé une équipe, rédigé un plan pour 4 ans et préparé les étapes nécessaires pour que ce plan se réalise. J'espère que Trump et ses collaborateurs ont trouvé comment faire en sorte qu'après les élections de 2028, il ne se produise pas ce qui s'est passé après le premier mandat de Trump et après le départ de Ronald Reagan. D'ailleurs, il s'agit d'un retour complet au collectivisme, au socialisme, voire au marxisme, qui est mêlé de fascisme, parce que les conditions qui favorisent la croissance du socialisme parmi la jeunesse instruite n'ont pas été modifiées. J'espère que Miller et Latnik posent les bases d'une société qui restera après Trump, que Trump, Rubio et d'autres sont en train de restructurer la façon dont le monde interagit, afin qu'il n'y ait pas de retour au globalisme ou à un système avec un seul gendarme sur la planète. Nous, messieurs, avons progressé dans la création d'armes et les sciences physiques, au point de pouvoir faire exploser la planète. Nous sommes restés absolument à l'âge des cavernes. Pour résoudre les conflits, la partie offensée tente souvent de frapper l'offenseur à la tête avec une pierre. Trump, probablement, est le premier praticien parmi les théoriciens que j'ai connus. Eh bien, il y a Mises, Hayek, Ayn Rand et surtout André Golambas, le grand philosophe américain de la fin du XXe siècle. Eh bien, Thomas Paine, qui a construit les modèles. Mais Trump, c'est le premier à essayer de créer des conditions pour que l'espèce humaine ne périsse pas par sa propre faute, par ses propres mains. Une seule colère peut faire exploser la planète. Aujourd'hui, il se passe quelque chose qui, par son impact, est comparable, je ne sais pas, je vais dire quelque chose qui va probablement choquer certaines personnes, comparable à Moïse descendant du Sinaï avec les tables de la loi. Je ne pense pas qu'en 1500 ans après cela, il se soit passé quelque chose d'aussi monumental que ce qui se passe aujourd'hui. Je comprends que vous pensez que je suis fou ou que je l'ai toujours été, donc je ne pouvais pas le devenir aujourd'hui.
Souvenez-vous que les grandes choses se voient de loin, et ce que tente Donald J. Trump n'est pas petit, c'est immense. Voilà pourquoi nous ne voyons pas ce qui se passe. Si vous êtes en 2 dimensions, vous ne voyez pas la 3e dimension. Les peuples du Nord ne voient pas les couleurs chez eux, mais ils ont 16 mots. Pour différents états de la neige, nous disons simplement neige, neige fondue ou neige sèche, alors qu'ils ont 16 mots qui désignent différents états de la neige. Mais en revanche, ils ne voient pas les couleurs, ils ne voient pas le rouge ni le vert. Mon ami proche, le remarquable artiste géorgien Aftandil Makarabidze, m'a offert un tableau où sur un fond rouge se trouve le chevalier rouge. Daria Aftandil a dit fièrement « Ici, il y a 16 nuances de rouge ». Bien sûr, j'ai souri, hoché la tête et vu 2 couleurs, l'une plus foncée, l'autre plus claire. 2 ou 3 ans plus tard, j'ai rencontré Dima Danish, un coloriste ukrainien très talentueux. Il a vu ce travail d'Aftandil, il l'a fixé du regard, il l'a observé longtemps, puis il a claqué de la langue et a dit « 12 nuances de rouge ». Je me suis approché, je le jure, il n'y avait que 2 rouges, un plus foncé, l'autre plus clair. Et soudain j'ai compris que je ne voyais tout simplement pas. Ils sont là, mais je ne les vois pas, mes yeux ne sont pas aussi sensibles que les leurs. Eux, ils voient. 12 ou 16. Oui, mais moi non, messieurs. Vous ne voyez pas ce que construit Trump. Il peint son tableau avec 16 couleurs rouges. Pour ma part, je ne vois peut-être que la moitié. D'autres ne perçoivent qu'un champ noir sans lumière. Et je suis sûr que lorsque quelqu'un qui ne voit peut-être qu'une petite partie de ce magnifique bâtiment Trump dit que c'est du génie. Il voit bien qu'il n'y a rien là-bas. Et il pense que nous sommes soit des menteurs, soit des fous. Nous avons toujours eu des chiens, parlons-en. Je savais à l'avance qui venait chez nous, pas seulement qu'on attendait quelqu'un, mais précisément qui. Eh bien, disons, je ne sais pas, à 10, 100 mètres, 300 mètres, peut-être 500 mètres, disons qu'un de mes amis, qui est déjà décédé, s'approchait de notre maison. Yakov Skliansky, comment je le savais? Parce que nous avions un chien de pompier, un dalmatien à l'époque. Pourquoi un chien de pompier? Parce que c'est probablement le seul, disons, type, genre, je ne sais pas, espèce, race de chien qu'on peut entraîner à entrer dans un bâtiment en feu. Donc, elle s'allongeait près de la porte et commençait à sourire. Elle souriait bien sûr d'une façon fantastique, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc, je savais exactement, ah voilà Yakov Skliansky qui arrive. Elle a toujours travaillé, oui, quand ma femme arrive à la maison avec des courses, il lui faut environ 5 minutes en voiture, 5 minutes parce que c'est loin de son entrée. Donc tous les chiens commencent à saliver, tous les chiens commencent à s'allonger devant la porte, ils commencent à saliver, c'est-à-dire qu'ils entendent, ils sentent. Je ne sais pas, elle n'est pas encore devant le portail, elle est encore en train d'arriver. Essaie d'expliquer à quelqu'un sans leur oui qu'à 500 mètres, une voiture fait du bruit, ou des pensées là-bas. L'image de la maîtresse avec des courses apparaît dans la tête de tous les chiens, et nous en avions beaucoup. Messieurs, si vous ne voyez pas, ne ressentez pas, si vous ne pouvez pas reconstituer l'ensemble à partir des signes, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Cela veut dire que vous ne l'entendez pas, ne le voyez pas, ne le ressentez pas, ne le comprenez pas. Nous avons eu de la chance, Donald Trump est arrivé. La suite est dans notre civilisation, eh bien ce que nous appelons la civilisation judéo-chrétienne, une chance est apparue. C'est nous, messieurs, c'est nous qui avons inventé les avions et appris à faire des opérations à cœur ouvert, nous avons apporté la morale dans le monde, dans un monde d'instincts animaux. Nous construisons des quadrales et avons créé des organes. Nous avons rêvé des étoiles et trouvé la cause de la peste. Nous avons imaginé que le monde est né d'une explosion en un point. Peut-être vrai, peut-être faux, mais nous sommes arrivés à cette conclusion. C'est pourquoi, personnellement, cela me faisait mal de voir comment nous, notre culture, notre civilisation, eh bien, pratiquement, elle était en train de se suicider,
Et puis Donald Trump est apparu et nous avons peut-être... Maintenant, une chance est apparue. Et ne faites pas attention aux roquets qui aboient quand ils ne peuvent pas arrêter notre caravane en marche. En général, tout ce qui est radicalement nouveau suscite le rejet chez la plupart des gens. Et là, peu importe que vous ayez étudié à l'école pendant 20 ans ou que vous ayez terminé 2 classes d'une école paroissiale, en l'occurrence une école paroissiale de cirque, soit vous avez la capacité d'accepter la nouveauté, soit vous ne l'avez pas. D'ailleurs, plus ce qui se passe est simple, moins il y a de gens qui le comprennent. C'est un concept étrange, je sais que ça paraît bizarre, mais combien de gens, il y a 400 ans, comprenaient que la Terre ne reposait pas sur des éléphants, des baleines ou des tortues? Et combien comprenaient que jeter des jeunes filles par-dessus bord des navires n'allait probablement pas calmer la mer? Et depuis combien de temps avez-vous compris que les médecins devaient aller se laver les mains en passant d'un patient à l'autre? Et combien aujourd'hui comprennent qu'il est impossible pour tout le monde de vivre une vie merveilleuse en volant et en partageant les biens de ceux qui les ont gagnés ou reçus de leurs parents? Et combien comprennent que plus le gouvernement est grand, moins l'homme a de liberté, moins il a de liberté, moins il travaille bien, plus sa vie est difficile? Combien aujourd'hui comprennent que la seule façon de vaincre la pauvreté et la faim, c'est de produire plus, pas de prendre, pas de partager, pas de détourner, mais de produire plus. Et pour produire plus, il faut en savoir davantage. Permettez-moi de répondre. Il y en a autant de personnes aujourd'hui qu'il y a 400 ans qui pensaient qu'en brûlant des femmes et des enfants, ils arrêteraient la peste bubonique. Donald Trump le sait-il ou pas? C'est un don du ciel, c'est notre chance qui ne se présente probablement qu'une fois en plusieurs générations. C'est le Thomas Paine d'aujourd'hui, mais Paine a posé les bases, et Donald Trump construit ce que Paine et Golambo ont créé en théorie. Et ce n'est ni moins ni plus, c'est différent, ils l'ont créé en théorie. Et lui, qu'il connaisse la théorie ou non, qu'il les ait lus ou non, Paine, je pense qu'il a lu Golambo, je ne sais pas, mais néanmoins, il est le premier à avoir commencé à construire cela. Et c'est inestimable. Et la cerise sur le gâteau. Hier, Trump a poursuivi la Chase Manhattan Bank, à la fois comme citoyen, homme d'affaires et président. Il leur a réclamé une petite somme en compensation des dommages. Je vais vous expliquer quels dommages. La somme, pour ainsi dire, une broutille de 5 milliards de dollars. Pourquoi faire? Pour le fait qu'au plus fort de la persécution et du harcèlement judiciaire de Donald Trump, la banque a fermé sans avertissement les comptes de Donald Trump lui-même et de ses entreprises. C'était un coup dur pour les entreprises de Donald Trump. Toute son entreprise repose sur des prêts constants, à court et à long terme, sur les revenus générés avec les institutions financières, sur les flux financiers. Surtout à ce moment-là, lorsque les démocrates ont trouvé une manœuvre presque fatale pour Donald Trump. Chase Manhattan a repris cette affaire avec enthousiasme. Après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il a publié un décret présidentiel interdisant aux banques de cesser à l'avenir leurs services financiers sans préavis, surtout si cela se produit pour des raisons politiques ou religieuses. Les démocrates ont instauré une atmosphère de persécution, poussant plusieurs banques à arrêter de servir les organisations chrétiennes républicaines. Bien sûr, le président de la banque, Chase Manhattan, affirme qu'ils avaient des motivations tout à fait différentes, mais il n'a pas encore expliqué quelles étaient ses motivations pour couper Donald Trump et ses entreprises de l'argent, du financement et des prêts. Le Parti démocrate semble avoir organisé un centre où sont élaborées des méthodes pour rendre la vie plus difficile à tous les adversaires idéologiques qui se dressent sur leur chemin vers le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent, c'est l'impunité, c'est le sentiment de toute-puissance.
Le pouvoir enivre et l'absence de boussole morale fait que, dans la lutte pour le pouvoir, tous les moyens deviennent permis. Souhaitons à notre président encore 5 milliards de dollars. J'espère que cela ne le dérangera pas et qu'il saura où les utiliser. Au revoir.